Bonjour à vous tous, bonjour et bienvenue. Je suis Erika Perrin. Je suis gestionnaire de communication avec le économique des provinces de l'Atlantique. Ce webinaire, les diapos vont être envoyés par courriel à tous les participants après l'événement. On fait aussi un enregistrement et l'enregistrement sera disponible dans une ou deux semaines. On aura un lien vers notre site web dans le chat afin de donner accès aux diapos. Je vais passer la parole au président et CPD de CEPA, à David Chandry. Merci Erika et bienvenue à vous tous à cette séance d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des participants qui se joignent à nous déjà, mais on va commencer directement. Il y a une interprétation en ligne de signes et aussi on a une interprétation simultanée vers le français. Alors, si vous voyez dans le chat, il y a les instructions par rapport à comment avoir un accès. Alors, on est un organisme indépendant qui est là pour donner les recherches indépendantes afin d'appuyer une économie atlantique saine et indépendante. On va mettre un lien vers notre site web. Nous ne pourrions pas entreprendre nos recherches, partager nos points de vue et nos idées pour aider les entreprises régionales, les décideurs politiques et d'autres organisations à prendre des décisions éclairées si nous n'avions pas accès à des données et des statistiques fiables, actuelles et détaillées. Bien que nous recueillions certaines de nos propres données, la plupart de nos recherches et analyses régulières reposent sur les données recueillies, compilées et diffusées par Statistique Canada. Donc, je suis ravi d'organiser la conversation d'aujourd'hui avec le statisticien en chef du Canada, M. Anil Arora. M. Arora a occupé des rôles en matière de politique et de réglementation à Recherche naturelle Canada, à Santé Canada et a travaillé à Statistique Canada pendant plus de 25 ans et en dirigeant d'importants programmes de transformation. Il a été nommé statisticien en chef du Canada en septembre 2016. Bienvenue ce matin, Anil. Merci beaucoup, David. C'est un plaisir d'être ici avec vous. J'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître Anil et son équipe de direction au cours des deux dernières années en tant que membre du Conseil consultatif de la statistique du Canada. Ce nouvel organisme a été créé en 2019 pour conseiller le statisticien en chef et le ministre de l'Innovation des sciences et du développement économique et pour publier chaque année un rapport public sur l'état du système statistique national. Nous avons publié notre premier rapport l'automne dernier et nous partagerons un lien vers le résumé de haut niveau de ce rapport dans le chat. J'étais très impressionné de voir la vision qu'Anil a pour Statistique Canada et le travail qu'il accomplit pour diriger la transformation de cet organisme. Travail qui a été bien avancé avant que la COVID-19 ne change nos vies. Cette transformation a été accélérée pendant la pandémie. Pour commencer, j'aimerais souligner que bien que nous regardions ce webinaire depuis nos maisons et nos lieux de travail dans toute la région de l'Atlantique et au-delà, nous sommes réunis sur des terres qui sont le territoire traditionnel et non cédé des diverses Premières Nations. Au cours de la dernière année, le CEPA a produit un certain nombre de rapports au nom de Atlantic Policy Congress des chefs des Premières Nations documentant les défis économiques dans notre région. Je suis heureux que le gouvernement fédéral ait répondu à nos recommandations et augmenté le financement de ces communautés. Nous afficherons un lien vers cette recherche dans le chat et nous envisageant d'entreprendre d'autres recherches pour aider ces communautés à long terme. Cette année a été longue et difficile. J'ai marqué sur une note autocollante sur mon réfrigérateur comme le 13 mars 2020 comme étant le début du confinement de l'année dernière en Nouvelle-Écosse. J'ai marqué chaque semaine au fur et à mesure qu'elle passait sans me rendre compte que j'aurais dû compter le nombre de mois plutôt que le nombre de semaines pendant lesquelles nous avons été confrontés à cette pandémie. Ça a été un ajustement difficile après avoir pu aller au bureau, au gymnase, au restaurant et dans le magasin.
Le moment est donc bien choisi pour faire le point sur ce que nous avons fait au cours de l'année écoulée avec le statisticien en chef du Canada et de partager son point de vue. Notre discussion sera en 3 segments, l'impact régional du COVID-19, comment Statistique Canada a soutenu l'intervention du Canada en cas de pandémie et finalement, on va voir le rôle vital du recensement pour les données et la prise de décision. Après les remarques d'Anine sur chaque sujet, nous ferons une pause pour laisser du temps aux questions que vous pouvez poser dans le chat à tout moment. Passons donc au premier sujet. Le CEPA a produit et partagé de nombreuses recherches sur les effets économiques régionaux de COVID-19 au cours de l'année passée et nous publierons un lien vers ces recherches dans le chat. Voici quelques-uns des messages clés. Le déclin économique qui a été plus important que la dernière récession, la chute d'activité économique, la reprise bien engagée et a probablement dépassé certaines de nos pires craintes il y a un an. Mais la reprise, nous avons vu l'emploi en Nouvelle-Écosse qui prend un recul avec la récente fermeture. Nous avons également souligné certains groupes démographiques et certaines industries qui étaient vraiment en difficulté, tandis que d'autres se portent mieux. Alors, Anine, comment décrirez-vous les effets économiques et d'autres de COVID-19 sur cette région? Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis reconnaissant d'être ici avec vous à partir d'Ottawa, le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. Mais je serai toutefois heureux de répondre à vos questions en français, même après la session si nécessaire. So, as David has asked, I'm going to take about 8-9 minutes. Comme David a mentionné, j'aimerais vous raconter une histoire en chiffres sur l'impact de COVID-19 sur le Canada atlantique. Vous pouvez lire ces tendances de façon plus détaillée dans notre trousse d'informations qui va être distribuée après cette présentation. Je vais commencer avec les impacts économiques. La pandémie a eu un effet sans précédent sur l'activité économique dans toutes les régions du pays, en grande partie à cause des premières restrictions adoptées au printemps dernier qui ont entraîné la fermeture d'un grand nombre d'entreprises de côte à côte. Alors que nous sommes pris au défi avec la deuxième et maintenant la troisième vague de la pandémie, ces impacts deviennent de plus en plus régionaux, reflétant ainsi que les réalités auxquelles les responsables de la santé sont confrontés sur le terrain. En 2020, on a eu des différences affectant les économies régionales. La gravité des déclins au Canada atlantique, particulièrement dans les provinces maritimes, n'a pas été aussi extrême que dans les endroits comme l'Alberta, qui a été plus durement touché par la pandémie. Tous les ménages et les entreprises canadiennes ont fait preuve d'une grande résilience en s'adaptant aux réalités sociales de la pandémie. Au Canada atlantique, nous avons constaté cette résilience dans la façon dont l'activité a rebondi après la fermeture. Avec le passage rapide aux achats en ligne et sur le trottoir, les ventes au détail ont augmenté ici depuis la pandémie d'impressionnant 8%, soit une augmentation de près de 300 000 millions de dollars. Les ventes ont fortement rebondi après le choc initial provoqué par la COVID en mars dernier, ont dépassé leur niveau d'avant la pandémie en juin et sont restés au-dessus depuis, en partie grâce à l'assouplissement des restrictions. Les ventes manufacturières dans votre région ont toutefois légèrement diminué. Les ventes de Terre-Neuve ont été plus durement touchées et les prix sont aux 2/3 de ce qu'ils étaient avant le COVID. Mais l'industrie manufacturière du Nouveau-Brunswick s'est particulièrement bien reprise grâce aux produits non durables comme le pétrole et les aliments. Il s'agit de la deuxième plus forte reprise au pays derrière la Colombie-Britannique. Les fermetures d'entreprises sont une source constante de stress. Près d'une entreprise sur 40 est toujours fermée au Canada atlantique.
Ici, la fermeture en été un sommet en avril dernier après la fermeture initiale, avant de ralentir jusqu'en septembre, d'augmenter en novembre et de rester relativement stable jusqu'à la fermeture la plus récente. Dans toutes les provinces de l'Atlantique, les baisses nettes des entreprises actives au cours de la pandémie a été inférieure à la moyenne canadienne. L'Atlantique s'en sort également un peu mieux que la moyenne nationale en ce qui concerne le nombre d'entreprises qui s'attendent de pouvoir continuer à fonctionner à leur niveau actuel de revenus et de dépenses pendant au moins l'année prochaine avant d'envisager la fermeture ou la faillite, malheureusement. Malheureusement, les défis commerciaux s'accompagnent souvent des défis en matière de l'emploi. L'emploi a diminué près de 1% dans la région depuis le début de la pandémie. Proportionnellement, il s'agit de la plus faible baisse à l'égalité avec la Colombie-Britannique. C'était dans le secteur d'hébergement et de restauration, tandis qu'une augmentation considérable des emplois professionnels, techniques et scientifiques a contribué à compenser la perte globale. Comme dans d'autres pays, les jeunes ont été plus touchés au Canada atlantique. Depuis, l'emploi des jeunes a dépassé son niveau avant la pandémie de 0,6%, notamment au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve et à Labrador. Ce rebond est en grande partie le résultat de l'assouplissement des restrictions en matière de santé publique dans le secteur des services. Pendant ce temps, l'emploi des jeunes dans le reste du pays est toujours inférieur de 10% au niveau d'avant la pandémie. Les Canadiens de l'Atlantique supportent admirablement tous ces hauts et ces bas. Après des décennies d'émigration de la région, surtout chez les jeunes, les provinces de l'Atlantique ont commencé à voir la population augmenter au cours des dernières années. Toutes les provinces ont connu une augmentation en 2020 à l'exception de Terre-Neuve, mais l'ensemble, la croissance démographique est restée relativement stable l'an dernier. La migration a ralenti contrairement à la tendance nationale d'une reprise graduelle, alors que de manière anecdotique, nous entendons dire que l'Atlantique est un aimant pour le reste du Canada pendant la pandémie. Et cependant, il y a plus de 4 millions de personnes qui sont venues s'installer dans la région de l'Atlantique. Il s'agit du nombre le plus élevé en 5 années consécutives de croissance depuis 1983 et la Nouvelle-Écosse est le principal bénéficiaire de ces vagues. La pandémie a entraîné une hausse des prix des logements dans tout le Canada et nous voyons cette tendance se manifester de manière intéressante dans les différentes régions. En 2019, notre indice des prix des logements neufs pour les régions atlantiques a progressé de moins de 1% sur l'année. Il a maintenant augmenté de près de 8% juste depuis le début de la pandémie. Et certaines provinces de l'Atlantique connaissent des augmentations plus importantes. L'île de Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse sont en tête de la liste. Les maisons se vendent jusqu'à un quart plus cher qu'avant la pandémie. Terre-Neuve a connu la plus faible augmentation, mais le prix de ces maisons neuves a tout de même bondi de plus de 4%. Ces augmentations risquent d'exercer une pression sur l'accessibilité de logements dans un avenir proche. L'achat d'une maison coûte maintenant environ une année de salaire de plus à l'île de Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse qu'avant la pandémie. Je ne m'attendrai pas à ce que cela fasse fuir les gens de la région. Cependant, par rapport au reste du Canada, l'Atlantique reste une bonne affaire. Le prix moyen d'un Canada d'une maison est actuellement de plus de 700 000 $, environ la moitié ou moins dans toutes les provinces de l'Atlantique. Pour la santé mentale, dans le cadre de notre enquête sur la santé communautaire, les Canadiens de l'Atlantique nous ont dit que les incertitudes chroniques créées par les restrictions en matière de santé publique ont des répercussions sur le bien-être mental et émotionnel. En septembre, 2 tiers des Canadiens de l'Atlantique âgés de 12 ans et plus ont déclaré que leur santé mentale était à peu près la même qu'avant la pandémie. Un quart entre eux estimaient que leur santé mentale a eu une restriction en novembre et décembre avec les restrictions et leur santé mentale était en déclin selon leur déclaration. Il faut souligner la résilience des gens de cette région comparativement aux habitants du reste des pays. Ils étaient moins susceptibles de déclarer que la santé mentale s'était détériorée pendant la pandémie. Alors, en conclusion,
Il est intéressant de noter que certaines de ces tendances sont antérieures à la pandémie. Le secteur de l'énergie était déjà confronté à des défis. Attirer des immigrants et retenir des travailleurs qualifiés était notre problème de longue date pour cette région. Il existe également un fossé important entre les régions urbaines et rurales du Canada atlantique. Au fur et à mesure que nous dirigeons vers une reprise post-pandémique, il sera important de déterminer ce qui stimulera la croissance dans les villes et les régions agricoles. Par exemple, le tourisme est une source de revenus importante. Une fois la pandémie est passée, il y aura probablement une demande de voyage refoulée. Au court terme, les séquelles de la pandémie seront l'accessibilité au logement et la santé mentale. Ces problèmes s'intensifient également dans d'autres régions du pays. Statistique Canada continuera de suivre ces tendances et fournira autant de données d'analyse utiles que possible pour vous aider à progresser. Merci. Merci. À vous la parole. Merci, Anine, pour cet résumé de ce que nous avons vu. J'apprécie la discussion sur la santé mentale, un sujet sur lequel j'ai insisté à plusieurs reprises, et la chute d'emploi chez les jeunes est aussi très difficile. Aussi pour les étudiants universitaires en ligne, ça a été difficile pour certains d'entre eux. Nous reprendrons le temps de répondre aux questions que vous pourrez poser dans le chat. Vous pouvez poser vos questions dans la boîte à clardage. Mais permettez-moi de commencer par une question. Nous avons constaté une grande volatilité dans de nombreuses séries de données économiques au cours de l'année dernière. J'ai vu beaucoup de... C'est difficile de voir les changements à plus long terme. Est-ce que vous pouvez mentionner où est-ce que vous voyez l'existence des changements structurels plus permanents ou à plus long terme? On a mentionné les ventes au détail qui ont augmenté. Quels sont les plans pour considérer ces changements? Merci, David. Je pense que vous avez souligné certaines tendances. C'est une question ouverte. Quels sont les comportements qui vont continuer? Est-ce que les gens vont continuer à travailler virtuellement ou à distance? Certainement, pas tout le monde est capable de le faire. Il y a certains secteurs où ça ne sera pas possible. Je pense que vous avez mentionné que il y a des épargnes par les Canadiens, chez les Canadiens. Quel va être le résultat pendant la phase de transition? Il y a des gens qui ont laissé certains secteurs, les voyages, le tourisme, la restauration. Est-ce qu'on va voir ce paradoxe intéressant? On pourrait voir un retour. Alors, il faudra considérer certaines tendances. Certaines tendances dépendent des facteurs globaux. Dans le secteur pétrolier, par exemple, on va voir quels sont les changements structurels qu'il faudra apprendre et quels sont les défis devant nous, que ce soit le travail à distance, le marché du travail. De façon économique, il faudra garder l'œil sur ces tendances et voir quelles sont des tendances transitionnelles ou permanentes. Il y a certains éléments à penser comme la santé mentale. Quels seront les impacts de plus importants, de plus longue durée? J'ai choisi l'emploi des jeunes, par exemple. Quel va être l'impact sur leur possibilité de carrière? Est-ce qu'il y aura des délais sur
leur achat de maison, etc. Il faudra voir et surveiller ces tendances. Et de côté d'affaires, l'impact n'a pas été pareil pour les différentes tailles d'entreprises. Quel sera l'impact sur les entreprises plus petites? Est-ce qu'ils auront la possibilité d'avoir un rebondissement de productivité? Il y a certains endroits qu'il faudra considérer plus en détail. Il y aura certains changements transitionnels avec un rebondissement, mais d'autres qui vont être plus long terme, il faudra surveiller. Le dernier point que je vais souligner, qu'il y a une relation entre tous les éléments, la santé, l'économie, les aspects sociaux, éducationnels, le système juridique. Il faut comprendre les conséquences attendues et inattendues. Il faudra voir, pas en silo, mais vraiment les effets globaux global sur notre société. Je pense que peut-être un bon exemple est comment la transition vers l'éducation virtuelle va être reçue par les employés. On a reçu une question. Vous parliez du travail à distance. Je sais que Statistique Canada a considéré le travail interprovincial, qu'il y a des gens qui se déménagent à la région, des gens qui travaillaient à l'Alberta lorsque l'économie était en pleine vigueur. Est-ce qu'il y a une tendance, une transition potentielle? Mais peut-être il y a des gens qui travaillent à Toronto, mais qui habitent à Halifax. Est-ce que Statistique Canada a effectué un travail où il y a une façon de garder l'œil sur ces tendances, ces transitions? Il y a des emplois bien payants à l'Atlantique Canada. Ça pourrait peut-être mener à une hausse des prix de logement, mais je pose la question, est-ce que Statistique Canada fait un travail afin d'aider à comprendre? Non, c'est une question très intéressante. J'ai vu une annonce dans le journal ce matin. Venez à l'Atlantique Canada pour les études, pour le travail. Alors, allons voir si le travail à distance va continuer de la même façon. Ça ne va pas être pareil dans tous les secteurs. C'est plus possible dans certains secteurs plus que dans d'autres. Plusieurs emplois dans le secteur pétrolier ou des autres secteurs traditionnels ont été impactés au moins temporairement des travailleurs de l'Alberta et du Saskatchewan, où ils ont besoin d'aller très souvent en personne au travail. Alors, on a suivi ces tendances pendant un bon bout de temps. Je pense que ce n'est pas nouveau, mais les raisons, oui, il faudra analyser plus en profondeur. Et il y a certains emplois secondaires dans ce secteur qui ont été impactés. Et est-ce qu'il y aura des innovations qui vont permettre un travail à distance afin d'équilibrer, peut-être trouver un logement plus bon prix dans un paysage plus beau. On va continuer à suivre ces statistiques et ces chiffres. Comme j'ai dit, il faut approfondir et voir les caractéristiques, les industries, les types de personnes et quelles sont les motivations pour se faire, pas seulement au Canada Atlantique, mais on voit
dans la périphérie de nos régions urbaines et quels sont les impacts pour l'environnement, le transport en commun, le prix des logements. Il faut considérer quels vont être les facteurs persistants dans le temps. Il faudra surveiller la continuité de ces tendances. Je crois que ça a été très intéressant. Vous avez mentionné qu'il y a des employés qui aimeraient rester à la maison et des employeurs qui aimeraient ramener les employés au travail. Oui, on vient de publier un sondage intéressant de combien de personnes aimeraient continuer à travailler de la maison et quelle était la raison et ceux qui voulaient retourner, quelles ont été les raisons. Alors, j'encourage les gens à considérer cette étude, cette analyse qu'on a publiée. Alors, allons voir. C'est un espace qui est toujours en évolution. Moi, je crois que de plus en plus, les employés vont exercer leur volonté un peu plus. Alors, allons voir la réaction des entreprises. J'encourage les gens à voir cette étude. Avant de passer au segment suivant, vous avez mentionné la santé mentale, mais certainement la situation sanitaire. Je sais que peut-être au début de la pandémie, certains pensaient qu'il y a une réaction excessive. Est-ce que vous pouvez nous communiquer des statistiques sur la gravité de COVID-19 par rapport à d'autres problèmes de santé préexistants? Est-ce qu'il y a des statistiques brièvement sur ce contexte? Le virus COVID-19 est très sérieux. Si on considère ce qui s'est passé dans la dernière année, 1,5 million des Canadiens l'ont attrapé et plus de 24 000 l'ont payé de leur vie. C'est un impact, il y a beaucoup d'impacts de décès dans une année, mais c'est très réel. Si on considère les décès, et aussi, il y a un suivi des autres décès. Il y a des impacts par rapport aux procédures médicales. On a parlé aussi de santé mentale que les familles expérimentent. Je pense qu'en considérant il y a des foyers avec des gens célibataires, alors ce sens de solitude dans le temps, ce sont les questions qui ont des impacts à long terme et seulement dans le temps pourrait-on savoir l'impact sur les aînés, les jeunes, les familles jeunes, les impacts sanitaires. On est capable de voir les impacts actuellement dans les données, l'impact sérieux et ce qu'on a vu pendant la pandémie est que sans la santé, c'est difficile de stimuler l'économie et d'avoir la contribution de tout le monde. Alors, les impacts sur la santé et l'économie et nos bien-être sont très reliés. Mais l'impact n'est pas le même. On sait que dans une population racialisée, on a eu un impact plus prononcé sur la santé mentale des personnes avec des handicaps. Beaucoup des impacts dans la santé mentale.
il y a un impact social et économique parce que dans ces populations, ils travaillent dans les mêmes secteurs qui ont été le plus impactés. Alors, c'est un coût double ou triple très souvent. Passons à la deuxième partie. On a tous dû s'adapter dans la pandémie. On a changé notre effort de recherche et on notait qu'on avait besoin des données. Les données existantes pour comprendre les impacts et il faut utiliser les nouvelles sources de données pour mesurer les impacts. Alors, pouvez-vous nous faire part de certaines façons, des façons dont Statistique Canada a aidé à soutenir les réponses du Canada à la pandémie? Bon, Statistique Canada, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons déjà 100 ans d'existence. Alors, on donne toutes sortes d'informations afin de continuer à avancer. On est dans une période de recensement actuellement. Alors, notre transition vers la modernisation a commencé il y a 3 ans. On a vu les tendances. On a vu de plus en plus le besoin pour les données détaillées, granulaires, régionales. On voyait une multiplicité des sources des données. Alors, il fallait voir comment on pourrait aider les Canadiens de plus en plus. On a une stratégie de partenariat. On va voir des nouveaux sources des données afin de voir les besoins de tous les Canadiens. On va avoir une étude sur la littératie et un organisme pour avoir la culture de partenariat. Et heureusement, on a fait cette inversion. Certainement, personne ne pouvait prévoir qu'on aura une pandémie. Mais la façon de pouvoir travailler virtuellement, effectuer des sondages sans aller porte à porte, d'avoir une connexion avec les Canadiens, les entreprises, cet effort de modernisation nous a permis dans cette situation terrible, de vraiment aider les Canadiens. Comment on peut effectuer des partenariats afin de s'assurer que le Canada a les données nécessaires. On le voit dans notre site web et les gens disent « Wow, ce n'était pas là avant les tableaux de bord en temps réel presque. Les partenariats qu'on a effectués avec les gouvernements locaux, avec les chambres de commerce afin de donner en temps réel une évaluation sociale d'entreprise, de gouvernement. Les gens ont plus de responsabilités. Ce n'est pas juste les données granulaires, c'est une analyse. On a plus de 100 documents analytiques. Alors, on sait bien que on fait la différence, on voit l'utilité de nos données, pas seulement sur le site web, mais sur les réseaux sociaux. On sait qu'on fait la différence. Le Canada a besoin de données fiables et nos collègues ont pris le défi, accepté le défi et les Canadiens nous ont confié cette responsabilité. On veut que Statistique Canada nous pose ces questions. C'est un travail en équipe et je suis encouragé de voir comment on peut comprendre la situation sur le terrain. Thank you, Anil. So, merci, Anine.
Oui, on a apprécié les estimations flash pour avoir ces efforts pour comprendre et pour poser certaines questions inhabituelles afin d'avoir des politiques et des réponses. Je pense que un des éléments qui s'est ressorti dans les réunions de StatsCan, c'est le travail de Statistique Canada derrière un arrière-plan. Je pense que peut-être je n'ai jamais apprécié le travail de Statistique Canada en tant qu'organisme, l'analyse et ou aider les provinces avec la recherche de contacts. Alors, il n'y a pas seulement la production et la collecte de données, il y a un travail plus à fond. Est-ce que vous pouvez souligner comment vous avez pu aider le Canada et les provinces avec les données? Merci, David. C'est vrai, des fois, on aime toujours aider, oui, avec le fournissement de données, avec des perspectives afin d'aider avec la prise de décision à niveau local. Mais ça veut dire aussi comment on pourrait utiliser notre expertise en tant que service aux Canadiens et Canadiennes. Au début, on nous posait la question, est-ce que vous pouvez nous aider avec la recherche de contact? Nous avons des gens qui ont la formation pour faire les appels. Alors, on a lancé l'appel et les autorités sanitaires ont accepté le défi de partenariat et on a effectué 1 million d'appels pour la recherche de contacts, un service important pour le service sanitaire au pays. Et les commentaires qu'on a reçus ont été très chaleureux. Merci de votre appel, les appels de suivi pour voir comment vous allez, etc. C'est vraiment ce contact d'être humain à être humain. Ce n'est pas juste les chiffres en arrière-plan, mais aussi vraiment cette approche personnelle. On sait que derrière chaque chiffre, il y a une personne, une entreprise. On n'oublie jamais cela. Vous avez mentionné la situation d'équipement de protection personnelle. On a chez Statistique Canada, on a une expertise. Comment on pourrait aider avec cela? Et on a eu un repositoire et des tableaux de bord dans une période de jours et de semaines. On a vu des lacunes qu'on pourrait suivre. On a eu des modèles, des prévisions, l'infrastructure qui est beaucoup. On travaille avec des académiques de côte à côte, avec des organismes tout comme le Research Data Center Networks afin de donner des microdonnées aux chercheurs qui aident les provinces à mesurer les risques pour aider avec la prise de décision. Alors, on tire avantage des données, des analyses. C'est un changement et c'est le nouveau Statistique Canada. Si vous avez des questions dans le foire aux questions, on a un budget fédéral. Ils ont annoncé un financement par rapport aux Statistiques Canada. Pouvez-vous mentionner quel va être financé et les modernisations continues
qu'est-ce qu'on peut attendre dans les données et la collecte de données? Oui, le budget fédéral a reconnu le travail qu'on effectue et c'est une réflexion des propos de Canadiens qui mentionnent qu'ils ont plus besoin, ils ont besoin de nous de plus en plus. Il y a des fonds attribués pour enrichir les données dans le pays, surtout les données désagrégées. Les impacts d'un phénomène socio-économique ne sont pas ressentis de la même façon d'une région à l'autre. Il y a des groupes ethnoculturels avec des handicaps, des groupes ruraux, urbains. Les impacts sont différents. Alors, on ne peut pas voir juste les moyennes. Il faut avoir une infrastructure des données qui peut nous préciser les impacts ressentis par les différents groupes et, comme j'ai mentionné, l'intégration. Il y a 72 millions de variables dans les sondages et cela peut mener au bien si les Canadiens nous donnent les réponses, nous fournissent les réponses. Je pense que les besoins de la société sont le facteur, sont le moteur pour nous donner l'accès. Et cela nous permet de donner les informations aux chefs d'entreprise, aux organismes comme le CEPA et on a la confiance, on a le système, l'expertise technique qui nous permet de les donner. Alors, si on est capable d'agir plus rapidement. Certainement, il y a des autres facteurs dans les budgets. Il y a le recensement de l'environnement. On veut donner des chiffres à nos écosystèmes afin de voir l'impact intégré à l'échelle économique et environnementale. C'est un travail qu'on effectue avec des partenaires de côte à côte et avec le gouvernement fédéral. Il y a aussi des autres espaces de travail, tout comme la qualité de vie et les indicateurs qui nous montrent les impacts socio-économiques et environnementaux. Le budget reconnaît que les besoins de données dans le pays sont de plus en plus larges. Et sans ces données détaillées, il y a des lacunes. Je pense que Statistique Canada est bien placé afin de donner ces informations. On est vraiment la base des prises de décision dans ce pays qui permet à tout le monde, un conseil économique, un ONG, entreprise, preneur de politique afin de prendre des bonnes décisions. Il faut travailler ensemble en partenariat avec des bonnes normes et je pense que Statistique Canada est exemplaire dans les normes. Et il faut avoir un accord collectif sur les décisions parce que cela nous permet d'utiliser de différentes sources de données et de les analyser. Il faut avoir un rôle de protection des données. Il y a aussi une fragmentation des données avec dans beaucoup de différents endroits. Alors, il faut une agence comme Statistique Canada. On a la protection des données personnelles et on est capable de l'analyser et ça fait du sens. Et les Canadiens nous ont dit qu'il faut voir ça de plus en plus et de plus rapidement. Bon, c'est une très bonne transition vers la troisième portion de cette discussion.
On va répondre à certaines questions aussi à la fin. Peut-être pas toutes les questions, mais la troisième question est reliée avec le recensement. Je pense que la majorité ont reçu un formulaire en fin de semaine. J'ai pris quelques minutes afin de compléter le formulaire en fin de semaine. Je pense que on n'utilise pas les microdonnées dans notre travail quotidien, mais moi, j'ai pu aider certains groupes dans les campus universitaires afin de les aider à voir les données disponibles après le recensement. Mais je pense que dans notre travail quotidien avec le COVID-19, on a vu les données des recensements des comtés afin de faire une évaluation de vulnérabilité. On va aider les chambres de commerce avec la prise de décision. C'est la façon dont nous avons utilisé les données de recensement sur les industries, les emplois, pour nous aider avec la prise de décision économique qui nous permet que ces données nous aident avec la prise de décision. C'est un temps prioritaire de collecte de données. Alors, pouvez-vous commenter en tant que Statistique Canada de nous expliquer comment vous faites pendant cette période de recensement? Merci beaucoup, David, d'avoir complété le questionnaire. Certainement, on est reconnaissant des millions de foyers qui croient et qui participent dans cet exercice. Comme j'ai dit, c'est un moment, un portrait du Canada. Dans ce moment, on est reconnaissant des millions de Canadiens qui ont déjà complété le formulaire en ligne. Certainement, le travail n'a pas été terminé, ce n'est pas trop tard. On fait un suivi avec chaque maison où on ne reçoit pas une réponse. Alors, si vous recevez la question, s'il vous plaît, prenez le temps afin de compléter le formulaire parce que notre habileté de prendre des décisions, comme vous avez mentionné, un groupe d'églises, un groupe universitaire, un gouvernement, citoyen, cette habileté est basée sur des données robustes. Et le recensement est vraiment la base de ces données pour notre société. On a effectué des recensements au Canada depuis des décennies. On était les premiers dans le monde qui ont permis le recensement virtuel à tous les citoyens. Dans le dernier recensement, on a eu 70% des Canadiens et Canadiennes qui ont rempli le recensement en ligne. Je suis sûr que cette fois-ci, ça va être presque 80% qui vont le compléter virtuellement. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est une façon sécuritaire de compléter le sondage. Si vous recevez en personne ou par courriel, vous pouvez le faire en pyjama et de le compléter sécuritairement. Il y a le formulaire court pour 75% de la population qui reçoivent le formulaire court et 25% de la population reçoivent le formulaire long qui prend 25-30 minutes comme maximum. Ce sont des informations qui nous permettent pas seulement de nous comprendre mieux avec l'intégration, mais c'est la base de notre système démocratique. Les sièges dans la Chambre à Ottawa, le Parlement est basé sur les données de recensement. Il y a une partie active de notre société. Il y a des millions de décisions prises basées sur ces informations.
Alors, j'encourage les Canadiens et les Canadiennes à participer dans le recensement. Ce n'est pas trop tard. On veut s'assurer qu'on peut vous inclure dans ce portrait. On utilise le recensement tellement de façons, mais on a réadapté le processus de recensement. On a des équipements de protection personnelle pour les gens qui font un suivi auprès de très bien et on s'attend à un recensement très réussi. On est fiers des données recueillies afin de nous permettre de prendre des décisions informées, bien informées. Merci Anil, on a reçu certaines questions. Je ne pense pas qu'on peut mentionner le chiffre. Bon, à chaque fois que vous recevez une réponse de recensement, est-ce qu'on peut mettre un chiffre, une valeur aux données reçues? Bon, je n'ai pas la valeur économique ou monétaire par réponse, mais je peux vous dire que dépendamment de votre endroit au pays, mais très souvent, c'est très significatif les données qu'on reçoit. On a un système très robuste. On veut compter la population afin d'avoir les chiffres actuels. En 2016, notre taux de participation était de 96%. Il y a aussi des sondages afin de recueillir des données des participants qui ont été manqués. Il y a aussi des transferts. On veut s'assurer que la base est solide et efficace. La formule qui s'utilise sont les chiffres actuels sur le terrain. C'est important. Ça fait une différence matérielle et c'est très important que les personnes soient comptées. Vous avez parlé de la valeur de ces données pour les gouvernements, les entreprises, les individus, horaires, quand est-ce que les données vont être publiées, puisque c'est virtuise la disponibilité des Canadiens de nous fournir les données dans des différents formats. Cela nous permet de fournir les données de façon plus rapide. Nos efforts dans le terrain vont continuer jusqu'en juin-juillet. Il y a certaines régions, les réserves, les communautés de Premières Nations et d'autres collectivités. On est très reconnaissant. On veut effectuer le sondage de façon respectueuse et sécuritaire. On veut le faire afin de diminuer les risques. On va continuer avec les opérations pendant un bout de temps, mais on ne s'attend pas à tout terminer avant de publier les données parce que l'actualité des données est aussi importante. Alors, on fait une publication individuelle. Alors, en janvier 2022, on va lancer les premières données. Juste quelques semaines après notre travail de recensement. En été, on va lancer des données plus détaillées du marché de travail, les intersections des données. Ça va arriver en hiver de l'année prochaine. Vous allez voir une série de publications des données dans les prochains 18 mois qui vont donner les détails riches dont les Canadiens s'attendent du recensement. Très bien. Vous avez mentionné plusieurs fois que
Pendant ces périodes de collecte de données, on utilise beaucoup de vos données, mais nous aussi, nous faisons collecte des données des entreprises, des individus. Il y a certainement une protection des données professionnelles. Ils ne veulent pas que les réponses individuelles soient partagées, mais seulement en collectif. Vous, évidemment, vous faites une collecte plus large que nous-mêmes. Vous avez beaucoup de données confidentielles et privées. Peut-être si vous pouvez mentionner vos obligations en tant qu'agence de protéger ces informations de façon sécuritaire et que cela va être protégé et utilisé de la façon qu'on a mentionné aujourd'hui. Thank you very much, David. So let me sort of come at it in sort of three tranches. Une très bonne question. Il y a 3 éléments de cette réponse. Tout d'abord, on a un cadre juridique très strict qui nous oblige à s'assurer la protection des données individuelles dans les réponses. Il y a des pénalités criminelles si on ne respectait pas ces obligations. Deuxièmement, la culture chez Statistique Canada. Vous pouvez poser la question à tout employé. Après quelques minutes de leur travail ou après des années, il y a un serment qu'il prend pour la vie de garder confidentielles les données. À tous les jours, on sait que ce sont des données de confiance des Canadiens et des Canadiennes. Il y a une culture qui nous oblige à garder et respecter la confidentialité. Et troisièmement, on a des systèmes, des processus robustes élaborés pendant 100 ans. On a des techniques, des mesures pour l'analyse des données. On a des techniques de suppression, et vous pouvez les voir dans nos produits. On est très transparent. Vous pouvez voir notre centre de confiance de quelles sont les protections fournies. Vous pouvez voir dans les notes en bas de page afin de s'assurer que la confidentialité est respectée. Ces 3 éléments ensemble nous donnent la réputation de confiance auprès des Canadiens. Bon, je sais qu'on n'a pas assez de temps. On a reçu beaucoup de questions. On a voulu répondre à certaines questions techniques. C'est bien de voir tellement d'intérêt dans les statistiques. Merci d'avoir pris le temps de participer et de poser vos questions et de voir l'importance des données pour les entreprises, pour les individus qui ont besoin des données pertinentes et actuelles pour la prise de décision. Merci d'avoir pris le temps, Monsieur Aurora, d'être ici avec nous. C'est un rôle important. Merci d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Merci, David, d'être un membre actif du Conseil statistique du Canada. Et pour le Conseil atlantique, merci de ce partenariat et on a hâte d'un partenariat continu. Merci à vous et à votre équipe. Merci d'être ici avec nous. Il y a un lien vers un sondage. On va aussi envoyer par courriel. On veut collecter toujours des données. On veut voir. Je vais laisser une minute pour compléter le sondage. Il y a un trousse d'informations qui a été préparé. On est en train de traduire ces données avec les mises à jour. Et aussi un enregistrement de notre séance d'aujourd'hui va être disponible. Alors, je vous encourage à
Et j'espère que l'année prochaine, on va être mieux placé en termes de pandémie. Merci Anine et à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui.